Great. Our next speaker is Stefan Fosner. Stefan's passion is education and training. That's what he has done, and he's mainly focused on computer science and project management. So the biggest project, he's also done project management himself, and one of the good projects that he ran that he's proud of is the whole digitalization of the purchasing department for the Department of Defense. Now, a couple of years ago, the Department of Defense noticed that they had far too many projects and too little project managers, and it was impossible, almost impossible, to get them. So they asked him to come up with a solution, and he said, okay, let me think about this because of my training background. I'm going to try to digitalize the training for project managers and make this happen. So that's what he's done, but he hasn't finished there. He's continually looking for new ways in order to bring new techniques and make it much easier for project managers to actually grow. Okay, did I do a good job on that, Stefan? Thank you very much. Now, the presentation is in French, but some of you who don't speak French, we thought about this already because we're good project managers. You can actually download a summary of the slides online on the website. You can download them, and then you can read those. But if you do speak French, of course, you should listen. That's good. And we're also trying something that could be very funny, and it could work out very well, or it could be a huge embarrassment. But we're going to try to auto-translate the text, okay? So it will appear, I think, on this slide over here. So if you start laughing when he's giving a serious sentence, we will know why. It's not Stefan who screwed up, it's the embarrassment text that come up here. So let's just see how this will actually work. I'm sure it'll work very, very well. Now, I should actually read this in French, but in Ireland I did Gaelic in primary school, then I did German in secondary school, I married a Flemish girl, so that's mean Dutch covered, and I like Italian, I just haven't got around to learning French. And I asked him, could I say it in English with a French accent? He said, well, okay, Frank, no problem, you can do that. Okay, but then he actually told me to make it much simpler. So the title of your talk is Learning Project Management in, how do I say, public sphere. Stefan, welcome to the stage. And pick a microphone. It's all yours. Merci. Bonjour à tous. Oh, sorry. Okay, that's what we do in Belgium. Ok. J'ai appris quelque chose aujourd'hui. Bien, bonjour à tous. Je vais vous présenter effectivement. On a compris avec l'intervention précédente qu'il y avait encore beaucoup de travail pour le secteur public, pour se projectifier. Donc je vais vous présenter ce qu'on a commencé à faire en France au ministère des Armées pour diffuser la culture du mode projet à l'aide du digital learning. Donc, alors les slides sont en français, c'est bien, ça va me permettre de suivre. Peut-être la slide suivante. Ah, pardon, c'est à moi d'avoir la télécommande. Alors, elle est où? Elle est là. Ah, c'est pas les bonnes slides, mince. Bon. Là, l'outil va avoir du mal à suivre. Bien, écoutez, c'est pas grave. Je vais vous raconter cette histoire. Je la connais un peu, je ne devrais pas avoir besoin de slides et on vous les fournira de toute façon par la suite. Donc l'histoire, je dirige l'Académie du numérique de la défense depuis 2 ans maintenant, et avant j'ai dirigé un projet de dématérialisation de l'achat public au sein du ministère des Armées. C'est ce qui m'a donné en fait cette expérience très concrète du mode projet dans la sphère publique notamment. Depuis 2 ans, donc, on a créé une académie du numérique de la défense qui a pour objectif de soutenir la transformation digitale du ministère en formant de la meilleure façon possible ses agents. Sur le plan technique, donc là on parle plutôt des profils d'informaticiens, mais également pour l'ensemble des agents publics du ministère, 270 000 personnes à peu près, sur la culture digitale en général. Plus ils seront à l'aise avec les outils et leurs usages,
et bien plus ils devraient être à même d'être les meilleurs soutiens de la transformation numérique que veut opérer le ministère des Armées. Donc dans ce cadre-là, on a monté une académie du numérique avec 3 grands domaines: la formation technique, l'acculturation au digital et l'innovation pédagogique avec le numérique. Et c'est sur le premier et le troisième axe que je vais focaliser maintenant. Pourquoi ? Parce que, comme ça a été dit en introduction, un des premiers sujets qui a été confié à l'Académie du numérique, ça a été de trouver une solution pour former des chefs de projet informatiques et numériques en reconversion interne, en reskilling. J'ai quelques mots anglais quand même à mon vocabulaire. Reskiller ces agents qui étaient déjà en poste chez nous, parce que j'imagine que vous vivez la même chose. C'est un marché en forte tension et on avait beaucoup de difficultés à en recruter en nombre suffisant, alors que le nombre de projets n'arrêtait pas d'augmenter. Donc on a travaillé sur un parcours qui permettait aux agents de rester en poste, et à raison de 3 demi-journées par semaine, pendant 3 mois, on les formait, on les forme à devenir des chefs de projet informatiques, de telle sorte à ce que, après le parcours, et c'est la seule condition qu'on pose, qu'après le parcours leur soit confié concrètement un projet. L'idée, c'était pas d'organiser une formation au mode projet de plus, c'était bien de sécuriser très concrètement les projets que menait le ministère des Armées. Alors il se trouve que ce projet a rencontré la situation sanitaire et les aménagements économiques que l'on a tous connus en Europe, et donc il a été cofinancé par le plan de relance de l'État et Next Generation EU, sans l'accent, désolé. Ce qui fait que très rapidement, il est passé à l'échelle interministérielle en quelques semaines, et l'on forme aujourd'hui à peu près 200 agents sur ce parcours. On a également rajouté une spécialité. Au départ, c'était plutôt des chefs de projet techniques que l'on cherchait à former, et maintenant, on a complété ce dispositif, toujours dans l'idée de sécuriser les projets, les sécuriser au niveau du métier, au niveau fonctionnel. Je ne sais pas comment l'intelligence artificielle se débrouille avec ça, mais ça a l'air d'aller. Oui ? Ok. Les sécuriser également au niveau du métier, de telle sorte à ce qu'on ait, on va dire, la direction informatique et le métier qui porte le projet, qui soient au moins acculturés de part et d'autre au mode projet, et qu'ils sachent discuter entre eux avec le même vocabulaire. Je vérifie si on est sur les bonnes slides. Non. Alors je continue à la voix. Donc l'idée, ça a été quoi ? Ça a été d'une part de travailler sur les modalités pédagogiques avec du digital learning et à distance, de façon très hybride. Donc au début, on a 2 jours d'immersion en présentiel. Et puis ensuite, pendant 3 mois à peu près, des classes virtuelles, à raison de 3 classes d'une demi-journée à chaque fois par semaine. Et à la fin, on termine avec 2 jours encore une fois en présentiel, autour, si vous voulez, de questions autour d'un serious game, et puis autour également d'une certification à PM Square. Alors pourquoi on a choisi PM Square dans ce contexte-là ? Alors la première raison, elle est évidente, ça a déjà été dit, c'est une initiative en Creative Commons, ce qui permet de conforter l'objectif que l'on a in fine, qui est de diffuser, de partager une culture du mode projet au sein de la sphère publique. Et pour faire ça,
il nous semblait intéressant, c'est pas la seule manière de procéder, mais c'en est une qui nous semblait vraiment très intéressante, que de s'appuyer sur quelque chose complètement libre et ouvert, que l'on pourrait étoffer ou simplifier par moment, que l'on pourrait partager de façon tout à fait ouverte avec ses collègues. Eh bien, c'est quelque chose qui était une vraie clé de réussite. La deuxième, c'est qu'on sent bien que cette méthode, en tout cas la lecture qu'on en a, elle est inspirée de cet environnement public et qu'elle partage l'ADN du public, de projets publics. Elle est bien sûr compatible avec le monde privé, mais l'inverse présente quand même des spécificités qui ne sont pas toujours intégrées dans les autres méthodes. Et on a donc cette compatibilité, je dirais, intrinsèque de la méthode avec les projets publics. Ça, c'était très intéressant. Il y a eu ensuite la collaboration avec toute l'équipe PM Square que je remercie encore aujourd'hui pour ses contributions, qui nous a permis de disposer d'un corpus documentaire en anglais qui nous a suffi finalement de traduire. Le gros du boulot, il était quand même évidemment déjà là sur la table. Donc ça a été la contribution du ministère des Armées dans cette optique de partage de méthodes. Donc on a traduit différents éléments de la méthode en français à ce jour. Le guide d'approche agile, hein, tout ça a été diffusé ou c'est en voie de lettres sur le site de PM Square. Les artefacts sont globalement traduits en français également. Ça, c'était une autre raison du choix de PM Square, c'était son équilibre entre théorie et pratique. D'abord, on voulait aller assez vite et pas les faire rentrer dans des cycles très très longs. Et un guide d'une centaine de pages qui aborde à peu près toutes les questions, y compris des questions d'éthique qui ne sont pas neutres dans la sphère publique, ça nous semblait déjà être un premier élément très intéressant. Mais le deuxième élément, c'était également ce côté pratique et la possibilité de pouvoir donner à nos jeunes chefs de projet juniors des outils très concrets, un cadre, et pas partir de la feuille blanche avec ces modèles de documents que bien sûr ils pouvaient adapter en fonction des besoins, c'est systématiquement répété dans la méthode, mais à chaque fois ils avaient un guide qui leur permettait de démarrer, et ça c'est vraiment quelque chose qui nous semblait effectivement très intéressant. Donc on a traduit ces guides, ces artefacts, le dispositif, le parcours e-learning d'initiation également, C1, est aujourd'hui disponible en français. Ce qui permet aujourd'hui de partager au niveau de la sphère publique française un ensemble, un référentiel méthodologique tout à fait intéressant que l'on va partager dès janvier prochain sur une communauté collaborative, une communauté apprenante, interministérielle, où tout agent public en fait pourra venir consulter la méthode, échanger avec des gens qui la pratiquent, pour petit à petit constituer cette communauté, des gens qui non seulement connaissent la méthode, mais qui la pratiquent et qui peuvent chacun à leur tour l'enrichir, et puis sous une forme, on va dire, de co-développement, s'entraider entre pairs pour répondre à des questions lorsqu'on est concrètement confronté à des difficultés, pas forcément avec la méthode d'ailleurs, hein, plutôt avec le mode projet, puisque chaque projet, c'est une aventure. Voilà, j'oublie certainement beaucoup de choses, mais ça ne se passe pas exactement comme je l'avais prévu au niveau des slides. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui en projet ? On a d'abord la volonté de poursuivre les traductions en français de ce qu'on n'a pas encore réalisé, notamment le parcours e-learning A1 sur l'approche agile, qu'on va également faire traduire. Comme ça, on aura l'ensemble de l'écosystème, je dirais, d'apprentissage. Et ça aura un gros intérêt, évidemment, parce que
la culture, elle se fait aussi, le partage de la culture, à mon sens, se fait de façon progressive. Et on ne va pas embarquer tout le monde tout de suite sur des parcours de formation au mode projet, mais déjà pouvoir acculturer un minimum, donner envie à certains curieux de voir un peu ce qu'est concrètement le mode projet, avec des exemples concrets comme l'exemple du projet de déménagement qu'il y a sur C1. Ça parle de façon très, très pragmatique en fait. Et je pense que ça peut être des bons leviers aussi de conversion de gens qui ne seraient pas forcément allés plus loin sur l'apprentissage du mode projet. Donc on aura tout un panel de ressources pédagogiques sur ces éléments-là. Et par paliers successifs, on pourra proposer donc une offre de formation, d'apprentissage, plus ou moins en autonomie, en fonction du temps qu'a y consacré l'apprenant. Et bien sûr, en fonction du projet qui lui sera ou pas immédiatement confié à l'issue de son parcours d'apprentissage. On travaille beaucoup sur l'apprendre autrement ensemble. Et ça, pour nous, ça se matérialise concrètement par tout un dispositif d'apprentissage qui va avant et après le temps de formation où on est vraiment en stage, on va dire, par tout un travail d'éditorialisation qui permet à quelqu'un juste un peu intéressé par un sujet d'avoir des articles de type journalistique, éditoriaux, sur tel ou tel sujet. Alors, une semaine, on va parler du mode projet, l'autre semaine, on va parler d'autres sujets numériques. Et donc, là aussi, c'est une façon d'amorcer, si vous voulez, ce tunnel, on va dire, de conversion, comme on pourrait l'imaginer en marketing digital, vers quelqu'un qui devient, à terme, un expert du mode projet. L'après-formation nous semble très important aussi sur la partie transfert de connaissances théoriques en compétences pratiques. Et ça, aujourd'hui, on a un premier outil qui nous permet de faire ça, c'est la communauté apprenante. On a mis en place cette communauté pour l'instant au niveau des chefs de projet, uniquement projet numérique, et comme je vous le disais avant, à partir de l'an prochain, on l'élargira à tout projet, à tout type de projet confondu, donc à tout agent public potentiellement. L'idée, c'est de pouvoir échanger et de devenir acteur en fait de son apprentissage, parce qu'on voit bien, et c'est particulièrement vrai pour le mode projet, qu'il y a la théorie, il y a la la et la difficulté, c'est toujours en fait d'expérimenter, de mettre en application ces sujets. La maîtrise des risques, par exemple, ça peut s'acquérir de manière théorique, en tout cas à un premier niveau, assez rapidement. C'est dans la pratique, dans la formulation d'un risque et comment on l'atténue, comment on le contourne. C'est dans ces exercices pratiques-là que, évidemment, il y a de la valeur et de l'apprentissage. Et donc, ces communautés apprenantes, on y tient beaucoup pour qu'il y ait un après-apprentissage, on va dire, théorique. Et pour créer cette communauté, puisque vous l'avez compris, c'est un de nos sujets, ce partage à large échelle, avec ces outils collaboratifs digitaux. On travaille également, et je pense que le sujet sera finalisé au premier trimestre 2023, sur un jeu collaboratif qui nous permet de mettre les gens en situation. Et on a particulièrement à tête un format de classe virtuelle, où je pense que chacun d'entre vous l'a pratiqué à un moment ou à un autre. Le fait d'entrer dans le sujet, c'est pas toujours instantané. On a parfois du mal à se concentrer, et quand on est l'intervenant, on a encore beaucoup plus de mal à mobiliser les différents apprenants. Donc l'idée, c'est, pour pouvoir raccourcir la durée de ces classes virtuelles, de travailler vraiment dans la première étape, lorsqu'on embarque les gens, avec un jeu très immersif. Alors c'est un jeu de cartes où ils jouent à plusieurs en sous-groupe, et le thème du jeu, c'est PM Square. Et donc l'idée, c'est qu'il y aura une dizaine de chapitres. Un chapitre se joue à peu près en 15 minutes. Donc vous voyez, c'est la séquence d'introduction globalement d'une classe virtuelle.
Et l'idée, c'est de s'appuyer en fait sur la thématique qui a été proposée à la classe virtuelle précédente. Donc ça fait en plus un ancrage, une révision, plus une immersion. Donc ça, c'est un autre sujet sur lequel on travaille aujourd'hui, de telle sorte à toujours plus pouvoir enrichir l'expérience d'apprentissage, la rendre toujours plus engageante et concrète, pour faire de ce sujet quelque chose d'éminemment pratique en fait, hein, parce que c'est ça qu'on recherche. C'est au-delà de la culture générale sur le mode projet, qui est déjà une première brique à mon sens déjà très importante, mais qu'une partie de ces apprenants-là deviennent vraiment des praticiens du mode projet. Et ça peut être des petits projets, mais déjà dans l'état d'esprit, hein, d'être dans cette structure organisationnelle-là, avec les différentes pratiques recommandées, ça nous semble déjà une étape préliminaire très importante. 5 minutes, voilà. 5 minutes pour des questions. Désolé si ça a été un peu déstructuré, j'ai fait au mieux. Voilà, je tenais à partager cette expérience. Si ça appelle des questions de votre part ou vraiment une invitation à échanger par la suite, cette communauté qui se crée au niveau de l'Open PM Square Group, ça j'ai appris à le dire en anglais, ça peut être l'opportunité évidemment aussi d'échanger. Alors bien sûr, nous on reverse tout en Creative Commons, c'est un principe hein, qu'on a défini avec la Commission européenne dès la première ligne traduite, mais peut-être que s'il y a d'autres personnes qui travaillent sur ces questions d'apprentissage, de digital learning, on peut travailler ensemble sur ces sujets, les partager et avoir d'autant plus de puissance. Voilà. Thank you very much, Stefan. I didn't understand everything, but okay. So first of all, how good was this? Was it higher than 5 out of 10, or was it less? 10 out of 10 for you? Wow. 10. Who can speak both French and English? Who thought it was good? 6 out of 10? 8 out of 10. Okay, that's pretty good. Good. Well done, Laurent. Laurent will be very, very happy with this. Thank you. That's fantastic. It was his idea, so it worked out great. If it was bad, it was going to be my idea. That's what we agreed. Thank you. So, any questions in French, of course? Please. Oh, maybe you can sit down. Easier like work. that, yeah. Yeah. Une petite question, j'ai eu l'occasion aussi de travailler sur des plans de formation dans une administration wallonne, et le public que j'avais le plus de mal à toucher était le middle management. Et alors la question est comment avez-vous si vous avez d'abord réussi à toucher le middle management, est-ce qu'ils ont réussi à trouver une place et à se former dans le mode projet, et si oui ou non, comment le faire? Merci. C'est effectivement une difficulté. Merci pour cette question en français. On a intégré en fait ce parcours de formation à une démarche ressources humaines complète, ce qui fait qu'on ne se retrouve pas un centre de formation isolé à proposer une offre de service, mais on dispose du soutien des ressources humaines dans un parcours d'évolution. Et là, comme l'idée, c'était de faire du reskilling, de la reconversion interne, c'était quelque chose qui était particulièrement facilité par le fait que, comme je vous le disais, le seul prérequis, c'était le fait que l'on confie à un moment donné un projet concrètement à chaque apprenant. Et ça, bien sûr, c'est une clé de réussite pour l'engagement des apprenants sur le parcours, mais c'est une clé de réussite aussi en termes de positionnement. Et lorsqu'on fait état de ce projet dans les instances ressources humaines, c'est quelque chose qui parle. Et alors on n'est pas seul, hein, il y a depuis quelques années un mouvement comme ça de fond au niveau interministériel qui tente à chercher des moyens pour diffuser la culture du mode projet. Et sa cible, c'est clairement, alors bien sûr, les grands décideurs, mais également tout le management intermédiaire. Donc, je dirais que l'état d'esprit global commence à être préparé depuis 2019 à peu près, hein, date de ce guide qui a été diffusé très largement. Après, nous, on travaille plus sur
sur le fait de pouvoir proposer des outils un peu différents, des outils d'apprentissage, j'entends, un peu différents, pour rendre tout ça plus performant. Je veux dire par là que on a quand même eu pas mal de managers qui ont suivi des stages de 2-3 jours sur le mode projet et qui sont rentrés, revenus à leur bureau et tout n'avait pas complètement changé. Le côté transférabilité des connaissances, c'est quelque chose qui n'est pas toujours évident. Alors nous, comme on le fait en interne, on a la chance finalement par rapport à une société de formation de pouvoir continuer à les accompagner sur des projets et avec une parfaite connaissance également des directives que l'on demande de respecter à chaque projet. Donc ça donne un système un peu plus intégré. Mais on est tout au début du chemin et à l'échelle d'un ministère, ça représente quand même beaucoup de monde encore à former, à professionnaliser, on va dire. C'est ça notre objectif. Good. Has anybody got another question, maybe? Please. Yeah, okay. I think so, yeah. Oui, bonjour. Je vous pose la question en français. Je suis d'origine chinoise, je m'appelle Shen Qin, je viens de Luxembourg, voilà. Je suis dans le milieu médical. Et en fait, à la base, j'étais médecin en Chine. Ensuite, je suis arrivée en France pour faire ma thèse en biologie. Et ensuite, je suis convertie en chef de projet, un peu comme les staffs chez vous. Parce que dans d'autres milieux de travail, il y a très peu de médecins qui aident comme chef de projet. On est obligé. Et puis avec les médecins, on parle que les jargons. C'est très difficile d'avoir une formation initiale en tant que chef de projet. Et je suis contente de suivre votre présentation parce que dans le milieu militaire, je trouve que ça ressemble beaucoup dans le milieu médical. Parce que nous, on a un temps très court pour sauver la vie, et à la fois pour les projets innovation ou pour les projets de renseignement pour former les médecins. Et nous, on utilise beaucoup de simulations aussi dans l'enseignement et dans la recherche. Je ne vous pose pas vraiment de questions, mais je trouve que c'est vraiment nécessaire de trouver des outils pour former les chefs de projet et pour faciliter la vie et rendre la procédure plus efficace. Parce que je trouve que la procédure a besoin d'optimiser au cours du chemin et pas tout le monde qui est conscient de ça. Et voilà. Merci beaucoup. Alors, merci à vous. Même s'il n'y avait pas vraiment de questions, peut-être quand même une remarque. Au ministère des Armées, on fait une grande différence entre des programmes d'armement et des projets, on va dire, plus administratifs, quelque chose de très opérationnel. Ces programmes d'armement ont défini depuis bien longtemps des modalités pratiques, vu leur complexité. C'est un monde d'ingénieurs qui est parfaitement formé et je pense que sur ce périmètre-là, il n'y a pas d'acculturation à faire. En fait, les gens qui sont à la conduite de ces grands projets-là ont été formés. En revanche, ce que je partage complètement dans votre témoignage, c'est une vision sur le côté administratif qui, effectivement, là, je pense qu'il y avait une marge de manœuvre qui pouvait imaginer qu'on pouvait se passer de projectification et rester comme ça dans un monde un peu approximatif. Et aujourd'hui, on voit que avec la complexité, l'accélération, les besoins d'économie, d'efficience, on peut plus improviser en fait. Et que ce mode projet, même pour des projets de beaucoup plus petite taille, est complètement obligatoire, quel que soit le domaine en fait. Thank you, Stefan. We got some questions in actually on LinkedIn regarding the certification. So somebody just asked us, so I will deal with this question. So thank you very much, Stefan. Big round of applause. So yeah, let's say there were
two kinds of certification, but they're actually the same. Let's call it internal and external. So if you're working within the EU, you can actually take a course internally and do the exam internally, and that works great. And what the PM Squared group have done is they've also made this possible if you're external to the EU. So you can take a course at one of our partners. There's actually partners here today. It's QRP, Cronus, Capgemini. So they will start giving courses on PM Squared, which is very good. And then you can take the online exam as well, and that just makes the whole process very, very easy. And the exam follows the same guidelines as said by the European Union. So it's the exact same certification which you will get, or it's the same, yeah. Okay, good. Now, we have a break now, a coffee break, so please go out and have a coffee or tea, whatever you like to drink, of course. There's a good few people in the room, so I'm sure you don't know everybody in the room, so I'm just going to give you a small task to do or a small project to do. Go up and shake hands to about 5 people that you don't know, at least 5 people, you know? Ask them why they're here, what kind of projects they're working on, and if you get stuck for something to say, just say, hey, nice shoes, where did you get them, okay? And if you see a pair of shoes which are bigger than size 48, please tell this guy over here, Reinhard, because he's still looking. Okay? Enjoy your coffee and see you back in a while. Thank you.